Vous m'entendez là? Sauf ceux qui sont très très vieux. Non, non. On va essayer de crier un peu. Non, je n'ai pas l'habitude de crier. Ouais. Donc merci de cette invitation. J'avais quand même regardé un peu le programme. Il exagère, Philippe, il exagère. Donc, moi, je voulais vous parler un petit peu de ce thème, comment ça fait réagir la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale, hein, que je représente, puisqu'on a pour action, si ce n'est pour ambition, d'avoir on va dire des actions au bénéfice de personnes plutôt en situation de vulnérabilité ou de fragilité. On verra peut-être la sémantique dans la journée. Et du coup, de ce point de vue, la question de l'écoute, c'est extrêmement précieux parce que pour nous, c'est le début. Moi, j'anime une équipe de conseillères sociales individuelles. Ce sont des personnes qui sont sollicitées par des personnes le plus souvent retraitées, qui ont une difficulté passagère ou pérenne dans la vie et qui viennent les solliciter en disant voilà, j'ai une difficulté parce que je m'en sors plus au quotidien, tout ce que vous entendez y compris pour les élections présidentielles et législatives, je m'en sors plus dans le quotidien, j'ai une difficulté, je ne sais pas comment faire, dès le 15 du mois je ne sais plus ce qui se passe, je suis au centime d'euro près. Voilà, ça c'est aussi la vie. C'est aussi la vie de la plupart de nos retraités qui, je le rappelle, qui nous sollicitent, ont plutôt 75 à 80 ans, donc ils nous sollicitent, et ont plutôt une moyenne de ressources de 900 €, entre 900 et 1000 € par mois. Donc je ne sais pas si vous représentez ce que ça fait, mais lorsque vous avez un loyer, des charges, etc., et que vous voyez que les charges aujourd'hui augmentent dans la vie quotidienne, vous sentez que ce point de bascule, il est très important. Donc on a développé un service qui s'appelle ECO, Écoute, Conseil, Orientation, parce qu'on s'est rendu compte que la première chose que les personnes souhaitaient, c'est d'abord d'avoir une oreille plutôt, si ce n'est sympathique, au moins empathique, et quelqu'un qui les écoute. Donc ça, c'est très précieux. Et moi, il y a ce que j'appelle derrière l'écoute déguisée ou l'attente déguisée, c'est qu'on se rend compte que si on va vite sur ces sujets, et la société nous pousse à ça, taper 1, taper 2, taper 10, et quand vous avez tapé 10, vous savez plus ce que c'était taper 1. Sauf que pour nous, ça peut à peu près encore aller, mais pour une personne qui a des difficultés un peu cognitives ou auditives, ou en tout cas qui ne sait pas tout bien exprimer, c'est très compliqué. Et donc c'est un monde qui n'est plus accessible pour elle, pour ces personnes. Donc avoir une vraie personne au bout du fil pour pouvoir lui exprimer ses difficultés et pouvoir prendre le temps de l'écouter dans tout ce qu'elle souhaite, c'est extrêmement précieux. Et prendre le temps, ce n'est pas nos sociétés. Il y a un proverbe au Japon qui dit « on ne fait pas pousser l'herbe plus vite en tirant dessus ». Et nous, et y compris chez nous, je le dis, je ne sais pas si ce n'est pas enregistré de partout, j'imagine, sinon je vais être licencié, on ne prend pas toujours le temps. Parce qu'on est contraint, mais comme partout, on nous dit il faut quand même que ce soit productif et que vous puissiez écouter les gens suffisamment rapidement pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient entendues. Donc ça, c'est extrêmement important et ça me fait penser au mot de présence. Et je pense que même par téléphone, on s'en rend compte, et d'ailleurs on le voit dans nos cercles familiaux et amicaux, quand la personne est présente au bout du fil, vous le ressentez. Quand elle est vraiment pleinement là, je ne vais pas vous parler on n'est pas là pour faire un thème sur la méditation de pleine présence ou de pleine attention, ce n'est pas le but, mais la présence à l'autre, elle commence aussi par prendre ce temps-là, être posée et pouvoir vraiment lui permettre de délivrer tout ce qu'elle a envie de dire. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous évoquer. Dans tous les cas, cette pleine présence, cette pleine écoute, elle est précieuse et pour moi, elle ne s'apprend pas uniquement, alors ma petite expérience, je suis moins âgé ou moins avancé dans le bel âge que Philippe, mais en tout cas, ça ne s'apprend pas, je suis désolé, pour moi, ça n'est pas exclusivement quelque chose qu'on apprend dans un institut, dans une université, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que la personne, elle se construit avec son histoire et elle apporte quelque chose de singulier, de particulier. Moi, je le constate au quotidien, que ce soit en EHPAD, par exemple, comme ici, que ce soit dans un service de soins à domicile, que ce soit des écoutants, des bénévoles, etc. Et je salue des bénévoles, on parlera d'Allo Alzheimer. Il y a quelque chose qui est consubstantiel à la personne elle-même, qui est sa singularité. Et pour ça, c'est intéressant de travailler sur son histoire et ce qui fait qu'on va pouvoir exprimer des choses. Mais il n'y a rien de perdu. C'est pas parce qu'à un moment donné on est très académique qu'on ne peut pas à un moment donné mal tourner et devenir quelqu'un de plus singulier. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Je pense aussi, dans des choses que je voulais partager avec vous, qu'on doit rester humble sur ça. On n'a pas inventé le monde.
il va finir après nous. Un auteur célèbre disait, je crois que c'est Alphonse Allais, pas de panique, on va tous mourir. Donc finalement, voilà, soyons modestes, soyons humbles, et à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer. On fait ce qu'on peut, on apporte ce qu'on peut comme réponse. Parfois, il n'y a pas de solution. Et quand il n'y a pas de solution, effectivement, l'écoute. Alors, d'autres psychiatres disent maintenant le mot de l'art de la consolation, hein, pourquoi pas. À un moment donné, c'est quelque chose qui est précieux parce que c'est juste cet instant-là où la personne a besoin d'être considérée avec ses difficultés. Et parfois, ça suffit. Moi, j'ai la chance, des fois, la malchance que ma fille finisse ses études de psychologie en thérapie cognitivo-comportementale. Et du coup, elle va mal tourner. Rémi le sait, puisqu'elle fait un stage avec TGS. Et elle veut maintenant complètement arrêter et faire poterie. Et un jour, je disais, mais c'est quand même con, parce que tu vas faire poterie, et tout ce que tu as fait avant, bon, je vous passe le milieu universitaire, académique, il y a quand même des gens qui devraient se soigner, je pense. Bon, ça, c'est y compris dans ce milieu-là, mais c'est un autre débat. Et elle me dit, mais c'est pas très grave, parce que tout ce qu'on apprend, toutes les techniques, la remédiation, tous les trucs cognitifs, etc., finalement, papoter avec quelqu'un, quand on fait quelque chose avec lui, et sans le lui dire, et sans le manipuler, utiliser des choses assez simples pour faire qu'il se sente bien, c'est quelque chose de très précieux. Et puis revenir à un média qui est un peu la terre et autres, ça me fait penser à une anecdote que j'avais de quelqu'un qui me disait, mais moi j'ai bifurqué aussi. Il y a beaucoup de gens actuellement qui bifurquent dans leur profession et qui disent, mais j'en ai marre d'être juste un individu qui fait des mails vides de sens à longueur de temps, qui répond à des mails aussi abscons que cons à longueur de temps, et finalement quand je rentre chez moi le soir, je me dis, mais à quoi je sers et qu'est-ce que je fais? Et du coup, ils pètent un câble et ils deviennent céramistes, ils font plein de choses, ils se mettent dans des arbres, ils construisent des trucs un peu de permaculture, etc. Je pense que ça doit interroger la société sur le fait de se désincarner absolument de ce qu'on fait. Et les jeunes générations aujourd'hui qu'on essaie d'embaucher, nous, et de temps en temps on n'arrive pas, ils viennent nous voir en disant, mais j'ai besoin aussi d'avoir une forme de sens. Hein. Après le burn-out, le burst-out, etc., il y a aussi maintenant cette question du sens. Quel sens j'ai et comment je me réalise au quotidien. Donc cette question aussi de l'humilité, de la modestie, de savoir que ce qu'on fait, ça peut apporter quelque chose. Et je dirais, et je discutais ce matin avec Jean-Jacques sur un autre sujet, que pour moi l'éthique personnelle qu'on devrait avoir, c'est est-ce que, in fine, ça bénéficie à là ou les personnes dont on est censé s'occuper, au-delà de toutes nos considérations institutionnelles, politiques et autres. Si moi je fais ça, à la fin de la journée, je suis satisfait et je me dis que j'ai quelque part contribué à quelque chose à mon niveau. Et à mon niveau, il est tout petit, mais c'est pas très grave. Il faut aussi se rendre compte qu'on a des limites à nos interventions. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de soignants, je trouve, ou d'intervenants ou d'accompagnants, quel que soit le mot qu'on leur donne, qui sont en dépression, qui se sentent vides de tout, qui s'impliquent tellement qu'ils se rendent malades, mais au sens physiologique du terme. Donc on doit pouvoir aussi considérer qu'il y a une limite à l'intervention humaine et qu'écouter l'autre, c'est pas forcément se perdre totalement et tout perdre avec lui. Parce que son histoire, c'est quand même la sienne, c'est pas la vôtre. Et je pense qu'à un moment donné, il est précieux de pouvoir garder une certaine distance. Alors, je ne sais pas si on parle de distance, de recul, mais je pense qu'il y a d'éminents intervenants aujourd'hui qui vont parler de tout ça avec beaucoup d'humour. Hein, vous le connaissez puisqu'ils sont là chaque année. Donc on apprend de tout ça, on apprend de ses chutes, on apprend de ses difficultés, et il y a cette limite-là qui pour moi est très importante. Ce qui est important également, ce que je voulais noter dans cette écoute, c'est la question de la rencontre. La question de la rencontre, et vraiment, c'est très très bien qu'on ait pu sortir de cette période où malgré peut-être la qualité de certains échanges numériques, il n'y a rien qui se passe de la même façon. Hier, j'étais à un colloque à Paris, il y avait une partie de la salle qui était en présentiel, dont moi, une partie qui était en distanciel. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est complètement con. Je regardais à l'écran la personne qui intervenait, et en fait, elle était dans la salle. Je me suis rendu compte après, elle était tellement habituée à être focalisée sur l'écran, en vidéo consultation, qu'en fait, elle était dans la salle. Donc, on devient des fois un peu bizarre. En tout cas, cette rencontre, pour moi, et j'ai encore eu une anecdote cette semaine à Paris, laisser de la place à l'inattendu, à la spontanéité et à cette rencontre un peu impromptue, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai beaucoup appris à chaque fois que je viens ici, mais quand je fais plein de choses, j'aime beaucoup voyager également pour ça.
parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on apprend. On ne s'aime pas tous, je ne sais plus qui disait on aime tout. Non, c'est pas vrai, on n'aime pas tout le monde nous aime, et c'est pas comme ça la vie. Sinon on va se raconter des films de Disney, ce n'est pas ça. Mais par contre, prendre le temps que cette rencontre-là, elle nous ait apporté quelque chose, elle nous épaississe. Bon, moi c'est pas le cas, mais je fais un peu attention à ma ligne, tant mieux. Mais voilà, qu'elle nous fasse grandir, qu'elle nous rende un peu cette épaisseur-là, et qu'elle fasse un peu comme les arbres, on se construit par ajout de couches quelque part, au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes. Donc cette écoute-là, elle permet aussi, pour moi, elle est bénéfique pour les deux. Elle permet de faire des choses de soi à l'autre et de l'autre à soi. Et de ça, pour moi, c'est très précieux. Donc je disais ne pas se perdre, donc ça veut dire pouvoir poser des limites aussi dans cette écoute, poser des limites dans ce qu'on est censé apporter, dans ce qu'on est censé faire, et à un moment donné, se dire que, alors soit c'est la foi, soit c'est une vocation, et moi c'est respectable, il n'y a pas de souci par rapport à ça, soit c'est une activité aussi professionnelle, et peut-être à ce moment-là, ne pas vraiment totalement se perdre. Moi je vois beaucoup de personnes qui sont tellement investies que finalement elles vivent et elles meurent quelque part avec les personnes qu'elles sont censées écouter et accompagner. Donc être réaliste, savoir par contre que lorsqu'on écoute, et je crois que tout le monde vous le dira, on crée ce sentiment d'utilité sociale. Moi j'aime bien aller au-delà du sentiment d'utilité, de dire est-ce que ça fait du bien quand même, parce que vous êtes juste utile, ça me fait penser à l'utile, l'utilitariste. J'espère un peu dépasser de temps en temps cette question de l'utilitarisme. Donc ça va renforcer, effectivement, on le sait tous aujourd'hui, l'image qu'on a de soi-même, l'estime qu'on a de soi-même, etc. Et ça va donner quelque part de la force. Voilà. Moi j'accompagnais là une petite association qui s'occupe des enfants atteints de cancer pour un spectacle qu'on a fait à Paris avec Encore Malade. Et si vous voyez la vitalité de ces gamins qui ont préparé pendant 1 an un spectacle avec le ballet l'Opéra de Marseille, eh bien, ils vous donnent des leçons parce qu'ils ont une jambe en moins, parce qu'il y a 2 mois ils devaient mourir, etc. Et ils ont une vitalité, et je trouve que c'est une leçon précieuse, c'est-à-dire que tant qu'il y a cette vie-là, il y a de l'espoir, et en même temps, c'est de la force qu'ils communiquent aux autres. Et cette force, elle se communique parce qu'on est au même endroit, dans un même lieu, et qu'on prend le temps d'être avec eux, de les écouter, mais de les écouter, tout à l'heure, je crois que c'est Philippe qui le disait, de les écouter de façon pleine. Voilà, pas simplement de dire « Ah oui, c'est super, mais on a déjà pensé aux 3 réunions d'après qu'on a, etc. » Donc ça, c'est très très important. L'autre chose que je voulais dire également, je pense que j'ai peut-être dépassé mon temps, c'est que moi, j'essaye de dire à plein de directeurs d'EHPAD que je rencontre, de structures d'accompagnement à domicile ou ailleurs, je dis, mais nous, moi j'ai envie pour plus tard, quand je serai comme d'autres ici, plus dépendant, perte d'autonomie, ou alors que j'ai l'œuf dans la journée, ou que je suis un peu en déprime légère, ou en dépression, etc. J'ai envie à un moment donné d'être considéré, d'être traité avec respect, d'avoir un peu de l'attention de l'autre vers moi-même. Et je me dis, dans ces cas-là, si on se projette un peu de l'autre côté du miroir, si on a envie de ça, ben réfléchissons 2 secondes, et il faudrait que nous-mêmes, on arrive à agir comme ça dans le quotidien. Parce qu'après, on sera dans cette situation, et j'aimerais bien que dans cette situation, on soit considéré comme nous, on voudrait l'être plus tard. Donc moi, je dis parfois que cette attention, justement, elle va permettre que dans tous les aléas de la vie, qu'on va tous connaître, qu'on a connu, que vous connaissez, que vous connaîtrez, je pense que cette qualité-là de pouvoir être attentif, mais au sens de bichonner, c'est peut-être pas un joli mot, c'est peut-être pas un mot très intellectuel ou très sémantique, mais voilà, d'être un peu coucouné, de prendre soin, d'avoir de l'attention et d'être proche de l'autre, mais simplement parce qu'à ce moment-là, il ou elle vous a rencontré, et ça, quelque part, ça lui a fait du bien, mais ce bien que ça lui a fait, ça vous en fait à vous aussi, et vous allez, petit à petit, par ajout comme ça, vous allez grandir à l'intérieur, et je trouve que ça, c'est extrêmement précieux. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vais maintenant laisser la parole donc, à toutes les belles personnes qui sont censées vous proposer de très beaux débats, et en premier lieu, Mister Jean-Jacques. Merci.